assez complexe. Donc, en fait, on a changé de méthode en se disant que ce n'était pas forcément bien pertinent pour l'instant de travailler avec ces outils-là. Et donc, on est parti sur une méthode manuelle. Donc, on a fait un relevé manuel qui a pris bien moins de temps parce qu'en fait, le bâtiment n'était pas très complexe. Et on a monté une maquette numérique dessus. Qui va permettre, par la suite, je vais revenir dessus, mais de beaucoup travailler. Si je prends maintenant l'opération de droite, de Remiremont, la démarche a été un peu différente, puisqu'en fait, on avait déjà l'expérience de Bragard, et on avait déjà commencé pas mal le chantier de déconstruction quand on arrivait dans ces bâtiments-là. Donc, en fait, on a pu commencer à tester la méthode qu'on avait appliquée sur Bragard, sur Remiremont, pour en fait essayer de diagnostiquer au plus près les ressources et de les proposer aux architectes qui allaient répondre via un concours que Vogelis avait lancé avec cette demande qui était forte de faire du réemploi, puisqu'en fait, Vogelis, quand ils nous ont contactés, la question était extrêmement simple. Ils nous ont dit, nous, c'est bon, le recyclage, on en a fait depuis 10 ans. Maintenant, on veut avancer et on veut aller sur des méthodes de réemploi. Voilà. Donc, voilà. Ce que vous voyez sur les images, ben, en fait, c'est les sondages qu'on a pu faire. Donc, sur Épinal, ben, là, on voit déjà qu'on a bien avancé dans le chantier et qu'on va pouvoir renseigner la maquette. Donc, l'idée, c'était de récupérer sur Épinal 140 mètres cubes de solives de plancher pour refaire en fait un plancher qui a changé entre-temps, qui était plus sur la résidence étudiante, mais qui va être sur la dernière opération de logement qui sera du logement à l'acquisition et qui sera en fait le plancher de l'attique du bâtiment. Pour Remiremont, en fait, pour l'instant, c'est sûr qu'on récupérera les bois et qu'on va refaire des planchers avec. Là, c'est un peu différent puisqu'on est sur une opération où en fait c'est déconstruction et reconstruction sur le même site avec des logements neufs plus une agence. Bon, je reviendrai peut-être plus en détail là-dessus. On va continuer. Alors, ici, on voit le travail qu'on effectue et la recherche que l'on met dans cette approche de déconstruction en vue de récupérer des matériaux pour le réemploi. Au départ, on s'est concentré que sur le matériau bois, puisqu'en fait, c'était l'objectif qu'on s'était fixé avec Climaction. Et l'idée, ça a été de rapidement vérifier qu'en fait, les pièces de bois qu'on allait récupérer, on allait pouvoir quand même les réemployer. Donc, il s'est posé deux questions. La première question, ça a été de se dire, il faut qu'on sache dans le bâtiment où sont ces pièces de bois pour que quand on va les sortir du lot, ben, on puisse savoir exactement quelle position, en tout cas, où elles étaient situées dans le bâtiment. Ça pourra peut-être, on ne sait pas encore si ça sera vraiment intéressant, mais il faut qu'on le fasse si des fois on a besoin de cette information-là. La deuxième chose, c'était de se dire, puisqu'on va les réemployer, il faut qu'on s'assure qu'elles ne nuisent pas à la qualité de l'air dans le bâtiment qu'elles vont être réemployées. Donc ça veut dire qu'il y a eu une étude qui a été faite qui a permis déjà de savoir quelle essence était utilisée et s'il y avait eu des produits de préservation et de traitement sur ces bois-là. Donc, en fait, on a eu les résultats. C'était une étude qui a été réalisée par le CRIBOis, qui nous a permis de savoir qu'en majeure partie, c'est du sapin, qu'il y a quelques pièces d'épicéa, et qu'en fait, il n'y avait pas de COV qui était relargué. Par contre, une chose qui était très intéressante à laquelle on ne s'attendait pas, c'est qu'on a retrouvé en fait des traces de produits chimiques dans le bois qui étaient non pas liés au traitement du bois, mais qui étaient liés plutôt à la vie du bâtiment. Parce qu'en fait, dans ce bâtiment-là, Bragard stockait en fait les collections
de vêtements pour la restauration. Et donc, les produits de traitement sur le tissu, en fait, ont migré dans le bois. Alors, avec un très faible impact, mais ça veut dire qu'on voit bien que déjà, en fait, l'histoire du bâtiment, elle peut nous amener à vérifier certaines choses et à faire attention, en fait, à qu'est-ce qu'on déconstruit pour savoir si c'est vraiment, en tout cas, bien de conduire ensuite du réemploi dans les bâtiments qu'on déconstruit. Alors, cette maquette, donc, on a essayé, elle va se renseigner au fur et à mesure qu'on va déconstruire aussi, parce qu'en fait, quand on fait les sondages, on ne peut pas faire les sondages partout. Donc, il y a une mise à jour continuelle qui se fait avec la maquette numérique, où en fait, il y avait des longueurs de solives qu'on avait estimées en fonction des porteurs, et on s'est aperçu qu'en démontant les planchers, il s'est passé autre chose. En fait, la construction n'était pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Il y avait des solives sur 3 points d'appui qui étaient beaucoup plus longues. Donc, ça nous a permis de pouvoir mettre à jour ces choses-là. Ensuite, il y a dans les choses qu'on a vérifiées et qui sont encore en cours, c'était la résistance mécanique des bois. L'idée, c'est comme en fait, à partir du moment où on enlève un produit d'un bâtiment, ça devient un déchet, il faut qu'on le recaractérise pour que ça devienne un produit nouveau du bâtiment. Et là, en fait, pour le bois, il y a une solution qui est simple, c'est de pouvoir en fait récupérer la valeur mécanique de cette pièce de bois pour ensuite dire, ben voilà, c'est du C18, c'est du C24, c'est autre chose, ou voilà. Donc ça, en fait, il y a deux possibilités de le faire. On a enlevé l'idée du classement visuel, parce qu'en fait, la problématique du classement visuel, c'est que ça va dépendre de la qualité des bois, s'ils ont été peints ou s'ils ont été lasurés ou qui ont pu subir des traitements ou des protections, ben, en fait, c'est plus possible de le faire. Par contre, on a 2 essais qui permettent de le faire. Donc, il y a un essai vibratoire, donc qui peut se faire sur le chantier et qui va normalement, qui devrait permettre de pouvoir caractériser les pièces et de les trier tout de suite lors de la dépose. Et ce qu'on souhaite faire, c'est après ce test vibratoire, faire un test mécanique de destruction pour vérifier les valeurs. Parce qu'en fait, il y a une donnée sur laquelle on n'a pas trop de bonne vision, qui est en fait le fluage des bois. Comme ces bois-là ont déjà été utilisés pendant à peu près 80 ou 100 ans, c'est possible que la déformation de la matière dans le temps, sous simplement sa propre charge et les charges qu'elle peut subir, peut-être que ça peut modifier en fait l'élasticité et la résistance du bois. Donc en fait, il y aura ces 2 tests qui seront faits. On va les comparer, et si en fait tout est bien, ben, tant mieux. Mais si on s'aperçoit qu'au test mécanique, en fait, les valeurs ne sont pas forcément les mêmes, soit en fait, ça va dévaloriser le test vibratoire, et ensuite, ou alors ça va nous permettre de se dire, le test vibratoire est un peu en dessous, mais on va rester en dessous, comme ça, on pourra avoir un facteur de sécurité. Alors, tout le travail aussi a consisté à essayer de développer une application qui permettait de pouvoir renseigner ces objets-là par un diagnostiqueur. C'est-à-dire que l'objectif là, et on va rentrer dans le BIM, c'est que l'apport du numérique, c'est de faire une chaîne la plus continue possible qui nous permette en fait de récupérer le maximum de données. Et cette chaîne-là, elle doit pouvoir aussi s'intéresser aux différents acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire que vous avez le maître d'ouvrage qui, lui, va devoir faire des déclarations par rapport à ses déchets. Vous avez l'architecte qui, lui, travaille sur le projet, qui, lui, voudra récupérer certaines données pour pouvoir concevoir. Il y a le bureau d'études qui, lui, va devoir avoir d'autres données. Et vous avez aussi l'entreprise qui va faire la déconstruction, qui, elle, va devoir avoir d'autres données. Et l'objectif, en fait, c'est de rendre ça le plus fluide possible, cette application. Donc, on est en train de développer, qui va être reprise maintenant au mois de janvier, parce que tout ce travail-là va se poursuivre avec des thèses. Qui fait que chacun doit pouvoir trouver son information assez facilement. Et donc, on imagine très bien qu'aujourd'hui, chacun sait utiliser un smartphone. On a tous cet objet-là, on sait tous naviguer dessus. Et l'idée, c'est de rendre l'outil aussi performant qu'un smartphone, si bien qu'un ouvrier qui arriverait sur le bâtiment
pour faire de la déconstruction, il puisse tout de suite, en fonction de ce qu'il a à faire comme démontage, si par exemple on prend le cas de démonter des fenêtres, de savoir où se trouve la fenêtre dans le bâtiment, c'est-à-dire de pouvoir s'orienter dans le bâtiment et être en face de la bonne fenêtre pour la démonter, trouver les explications de démontage de la fenêtre pour éviter de la détériorer, et ensuite, sûrement, trouver aussi toutes les méthodes de conditionnement ou en tout cas d'évacuation de l'objet sur le chantier. Parce qu'en fait, on s'est aperçu dans le cas du chantier de Bragard qu'il y a des étapes qui se font sur les chantiers de déconstruction où en fait, on va vite, on déconstruit tout, on stocke à un endroit, ensuite on passe à autre chose et en fait, le matériel qui a été stocké est détérioré. Donc en fait, on va perdre de la valeur sur les objets qu'on va pouvoir récupérer. Alors, dans le cadre aussi de tout ce travail-là, on est alerte de ce qui se passe un peu dans la déconstruction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font partout, mais en fait, tout est très spécifique. Ici, ce que vous voyez, c'est un programme européen avec le Luxembourg, où en fait, eux, ils modélisent des bâtiments avec des scanners 3D, et ensuite, ils vont affecter sur les composants et les objets un code couleur, vous voyez, du rouge au vert, et ça vaut en fait qui va permettre de savoir dans le bâtiment ce qui est potentiellement réemployable, ce qui le sera moins, et ce qui va en fait partir sur des filières de recyclage. Si on continue là-dessus, on a des concepts pour ces projets-là qui sont très bien définis et très bien aboutis, sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'application. Nous, l'idée, c'était qu'avec nos deux expérimentations, dont une qui va démarrer avec Vogelis, c'était de pouvoir en fait maîtriser cette chaîne-là, c'est-à-dire pas forcément être que sur des intentions, mais de la confronter à une réalité de terrain, qui est quand même souvent délicate. Donc, voilà un peu ce que ça va donner, ce que donnerait en fait le concept de déconstruction par le projet européen Digital Deconstruction, qui fait que, voilà, avec une maquette numérique, en fait, on va pouvoir retrouver toutes ces informations, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations en cliquant sur le matériau, de sorte qu'est-ce que c'est, quelles sont ses valeurs, du moins quel est son potentiel, de pouvoir récupérer éventuellement un modèle 3D pour que ça soit intégré dans un logiciel, dans une bibliothèque de logiciels pour que les concepteurs puissent les intégrer dans leur conception. Ensuite, on va avoir des informations sur le bâtiment et la matériothèque qui va se créer avec encore plus d'informations et aussi le potentiel de réemploi. Donc ça, voilà. Et la chaîne, nous, qu'on essaye de fabriquer, c'est vraiment de pouvoir, à partir du moment où on commence le diagnostic, de pouvoir, en fait, soit récupérer des objets, soit avoir des maquettes. Par exemple, Remiremont, en fait, on a travaillé différemment puisqu'on avait les plans du bâtiment, donc on a remonté quand même une maquette numérique, mais d'après les plans du bâtiment que l'on avait, et pas du tout par rapport à un relevé manuel. Alors, si on regarde maintenant davantage cette problématique de circularité, de déconstruction, de réemploi et de circularité, on essaye maintenant, nous, de définir un peu un cercle dynamique de cette circularité et de voir aussi où nous, on va se positionner dans, en fait, toutes ces interactions qu'il y a. Et en fait, dans l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a plus une analyse de cycle de vie, mais qu'il va y avoir pour un matériau plusieurs analyses de cycle de vie, puisque dans cette posture-là, les matériaux vont devoir retrouver une analyse de cycle de vie une fois qu'on va les réemployer. Alors, nous, on se situe en amont, c'est-à-dire qu'on est au tout début de la boucle, pour que toute cette boucle-là, elle puisse s'enchaîner grâce notamment au traitement digital des informations.
Euh, et dans l'idée, c'est qu'il faut qu'on évite les pertes. Donc là aussi, tous ces enjeux-là, c'est de pouvoir aussi mieux maîtriser la chaîne de déconstruction avec les entreprises pour assurer aussi une qualité de la ressource vis-à-vis des entreprises et des architectes qui soit la plus juste possible pour qu'ils puissent concevoir et ensuite fabriquer ensemble. Donc voilà, on voit aussi que ça peut avoir des limites parce que là, en fait, quand on travaille avec les architectes, par exemple, sur l'opération de Remiremont, euh, la maquette numérique que eux sont censés faire du bâtiment, bah, en fait, on voit que c'est pas une maquette numérique pour l'instant, et qu'on voit bien que monter une maquette numérique dans le sens vraiment BIM, où en fait elle devient paramétrable parce qu'en fait on va pouvoir déplacer des objets dans le bâtiment et qui vont pouvoir se repositionner automatiquement et récupérer toutes les données pour pouvoir construire, et ben, tout ça, en fait, c'est assez complexe. Et on le voit, alors, je vais en parler un peu ici, c'est-à-dire qu'on a fait aussi des tests avec les objets qu'on avait récupérés de Bragard, de les modéliser en 3D et de les insérer soit sur des logiciels tels que Archicad ou Revit et de voir comment ça fonctionnait. Donc, on est obligé, nous, de travailler avec ce qu'on appelle un IFC, c'est-à-dire que ce n'est pas dédié au logiciel. Et donc, on a fait cette expérience-là. En fait, on s'aperçoit que les logiciels, en fait, acceptent notre fenêtre, les deux les acceptent sans trop de problème. Sauf que quand on commence à bouger la fenêtre dans le mur, ben, on s'aperçoit que le mur n'est pas troué. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, en fonction des opérateurs qui vont utiliser notre bibliothèque de matériaux, pouvoir détecter avec quel logiciel ils vont travailler pour qu'on puisse donner des attributs à notre objet qui va permettre justement de pouvoir rentrer correctement dans la maquette BIM. C'est-à-dire que quand on va prendre, admettons, des solives et qu'on va les disposer sur le plan, et qu'à un moment, je ne sais pas, dans la conception de bureau d'études arrive et l'entraxe des solives se modifie, eh ben, que toutes les solives se modifient bien et qu'il n'y ait pas d'incidence autre que sur le plancher. Donc ça, on sait que ça existe. Par contre, pour le développer, c'est un peu plus compliqué à faire. Et voilà, là où on se pose comme des questions, c'est de savoir jusqu'où on pourra travailler en fait cette chaîne et jusqu'où on pourra aller pour le valoriser. Et autre chose aussi, pour conclure, parce que je pense que là j'arrive à la fin de ma présentation, j'ai peut-être même débordé un peu, c'est que aujourd'hui, dans la RE 2020, quand on va reprendre des matériaux de réemploi, en fait, le poids carbone de ces composants et produits sera de zéro. En fait, on s'aperçoit, nous, que déjà, pour le bois, ça ne peut pas être zéro, parce qu'en fait, on a fait une étude qui montre que plus on va réutiliser du bois, plus en fait le stockage de carbone qu'il aura dans le temps va en fait permettre de ce qu'on appelle produire du carbone biogénique, c'est-à-dire que la forêt se renouvelle sans cesse et que plus en fait on va éviter d'aller extraire dans la forêt, en fait plus on produira, plus le carbone de notre pièce de bois sera intéressante. Donc ça, en fait, c'est plutôt positif. En revanche, quand on est sur d'autres matériaux, et là, pour l'instant, par exemple, si je reviens au cas de la fenêtre, en fait, pour l'instant, on ne sait pas. On se dit que c'est zéro, mais alors déjà, les fenêtres, ça va poser un vrai problème par rapport à tout ce qui est réglementaire, mais on peut aussi imaginer d'autres manières de mettre ces fenêtres dans les bâtiments. Mais par contre, c'est sûr qu'à partir du moment où on a des moyens qui vont être mécaniques pour pouvoir démonter, à partir du moment où il faut amener les ouvriers sur le chantier avec des véhicules, qu'il va falloir transporter ces pièces de bois-là, ou tous ces produits, qu'il va falloir les stocker, qu'il va falloir peut-être faire des travaux de maintenance dessus. Par exemple, sur Remiremont, on se pose la question de tout l'appareillage sanitaire qu'il va falloir remettre en état parce qu'il y a forcément de la vérification à faire d'étanchéité, donc des joints. Donc tout ça, ça va nécessiter sûrement
de l'énergie, que ce soit électrique ou autre. Et en fait, de notre point de vue, il faut que ça soit quantifié pour qu'on puisse être aussi sur des valeurs qui soient le plus proches possible. Et que ça sera de toute façon toujours meilleur que du neuf, puisque dans l'idée, on n'ira pas rechercher de nouvelles matières premières. Voilà. Donc, voilà où on en est. C'est sûr que l'outil numérique, il est important parce qu'on voit bien qu'on va pouvoir aussi, avec cette bibliothèque BIM, pouvoir aussi générer toute la problématique de distribution de ces matériaux. Et l'économie circulaire, en fait, est en train de développer un système propre à elle-même avec des ressourceries. Nous, on se pose la question de savoir est-ce que par rapport aux entreprises, c'est le bon système et que derrière, il peut y avoir aussi peut-être une connotation de ces matériaux-là qui peuvent être aussi dégradés. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'arrête, mais c'est vrai que ce sujet est très complexe. Merci, merci beaucoup, Franck. On a un écho. Une petite question. Je n'ai pas pour l'instant de questions sur le chat, alors je vais en poser une en attendant. Concernant la phase diagnostique, quels sont les outils de relevé concernant les relevés de données que vous utilisez? Est-ce que vous avez des outils numériques ou est-ce que vous pensez qu'il est utile de développer des outils numériques concernant cette phase diagnostique? Alors, je pense que déjà, ils existent, donc il n'y a pas forcément besoin d'en développer. Ce qu'on a fait là, c'était plutôt à la main avec des sondages. Alors le sondage est très important, c'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a l'acquisition pour remonter une maquette numérique, donc il y a plusieurs possibilités de le faire. Soit on peut travailler par photogrammétrie, ça on ne l'a pas encore fait, je pense qu'on va le tester dans les mois qui viennent pour quand même avoir cette approche-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on fait une quantité astronomique de photos et en fait, vous avez des logiciels qui viennent recoller toutes les photos et qui vont vous générer une volumétrie 3D. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez la trace d'une photographie en plus collée à un volume 3D, c'est que vous pouvez déjà imaginer si vous avez des lambris sur les murs, si c'est de la peinture, si c'est des choses. Par contre, vous ne connaissez pas forcément, vous n'aurez pas forcément la constitution des parois. Sur le scan 3D, c'est pareil. On peut associer des images au nuage de points, mais en fait, derrière, traiter le nuage de points, ça demande encore, à notre avis, beaucoup trop de temps et que là, il faut encore trouver des méthodes d'automatisation. Le souci aussi, c'est voir quel matériel on utilise, sachant que ça évolue rapidement. C'est pour ça que en fait, il y aura toujours plusieurs outils qui seront utilisés parce qu'en même temps qu'on récupère des données qui sont des longueurs, des largeurs, des quantitatifs, des épaisseurs, il faut aussi connaître la constitution des parois. Et là, certes, on a des outils qui nous permettent de savoir s'il y a du métal dans les parois, s'il y a éventuellement de l'amiante, du plomb, des choses comme ça. Mais par contre, si vous voulez vraiment savoir quel type de pierre il s'agit, là, pour l'instant, à part enlever le plâtre ou commencer à arracher le parquet pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des parois, il n'y a pas d'autre solution que de s'y mettre à la main. Mais ça, c'est important parce que, oui, c'est important parce que c'est ce qui nous permet aussi de voir la qualité du matériau et de pouvoir définir au moment où on va faire le diagnostic et renseigner en fait l'outil numérique, le progiciel si on veut bien, de cette application, ça va tout de suite nous permettre de savoir est-ce que ça peut partir dans le réemploi ou est-ce qu'en fait il faut envisager une filière de recyclage. Ok, très bien, merci beaucoup. On a une question sur le chat. Quel lien envisagez-vous, voilà, on va la faire apparaître, donc quel lien envisagez-vous demain entre base de données patrimoniale, BIM des bailleurs, collectivités, et la réalisation des diags? Tout ce qui est déchets dangereux, Oui. PEMD, ressources. Alors, je pense que là, par rapport à des parcs immobiliers, si on a, alors que je comprenne bien,
Je pense que là, on aura des outils sur lesquels on pourra aller plus vite. Alors, la question qui se pose, en tout cas pour nous, sur ça, c'est la mise à jour, en fait, de cette base de données patrimoniale des BIM. Parce que, en théorie, ce qu'on imagine tous, c'est que cet outil-là, qui est quand même fantastique, c'est qu'il soit toujours actualisé. S'il ne l'est pas, là, ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait, on voit que chez les bailleurs sociaux, il y a beaucoup de rénovations qui sont faites et cette mise à jour-là, on ne sait pas si elle est réellement bien suivie. Et il faudrait que la maquette numérique devienne un outil. Alors, j'en parle d'autant plus que c'est une vraie question aujourd'hui qu'on traite avec Vogelis, et même avec les architectes qui travaillent, c'est de se dire, OK, en fait, on veut bien faire tout ça, mais est-ce qu'on est sûr que aussi, dans 50 ans, ou même pas 50 ans, mais dans 20 ans, on pourra toujours lire notre maquette numérique, on saura toujours extraire les informations. Et là, en fait, on est aussi sur un petit peu un point d'interrogation. C'est sûr que si la maquette numérique est bien renseignée, c'est-à-dire qu'on attache des attributs aux matériaux et aux produits, en fait, si ça c'est fait correctement avec, on va dire, une procédure qui soit bien calibrée, derrière, en fait, on pourra justement connaître, faire des diagnostics sans forcément retourner dans le bâtiment ou faire que des étapes de vérification par rapport à ce qui pourrait ressortir de ces bases de données patrimoniales. Mais ça reste, là, j'avoue qu'avec Vogelis, en fait, ils sont un peu réfractaires. Déjà, il faut la ressource humaine pour gérer cette maquette numérique, qui pour l'instant, en fait, disent on peut l'avoir, mais c'est quand même des nouveaux métiers qui apparaissent quoi, et qui émergent et sur lesquels moi, j'ai pas de visibilité. Là, même nous, en termes à l'école d'architecture, on voit bien en fait toute la formation autour du numérique et de ces nouveaux métiers-là. Mais voilà, dire qu'on peut répondre à avoir une force de frappe dans l'instant, c'est pas aussi facile que ça. Très bien, merci. Alors, on va prendre une dernière question, parce que je vois qu'il y en a une qui vient d'apparaître sur le chat. Donc, c'est la dernière question, je précise. Donc, lors de vos travaux, avez-vous utilisé la maquette BIM pour géolocaliser des matériaux à déconstruire, revaloriser? Si oui, pour quels usages? Non. Alors, je réponds, si c'est là, on est en géolocalisation, en fait, non. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. C'est sûr que là, on est encore sur plutôt, voilà, c'est-à-dire de pouvoir se repérer dans le bâtiment. C'est sûr que on pourra aller sur la technologie où en fait tout est très bien renseigné et que avec un outil spécifique, l'ouvrier avec son de GPS, c'est se repérer tout de suite. C'est une bonne remarque. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, ces outils-là apparaissent. Comme il y a aussi les doubles vues entre ce qui doit se faire et ce qui est devant nous. Donc tout ça, en fait, avec cette réalité augmentée et la vision, on y arrive. Mais pour l'instant, on n'est pas encore allé là-dessus. On est aussi, on est aussi sur la problématique de plus de traçabilité du produit, du matériau qui, une fois va être déconstruit, de pouvoir savoir quel parcours il va suivre et de pouvoir retrouver tout le temps, en fait, et y compris à partir du moment où il va être remis dans un bâtiment, qui puisse avoir l'héritage de sa provenance et de ce qu'il est pour ne pas perdre en fait les informations. Et là, ça rejoint peut-être plus la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que ces matériaux de réemploi, en fait, il faudrait qu'ils aient une fiche d'identité qui les colle, qui leur soit collée pour que justement un bâtiment qui est neuf avec des matériaux de réemploi pour quelqu'un qui va en faire la maintenance puisse avoir toutes les informations concernant ces matériaux. Ça, c'est évident. Mais voilà. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on aborde encore une autre question qui est le poids
de ces objets-là, le poids numérique de ces objets-là dans les maquettes. Donc, ça veut dire que c'est du stockage, c'est tout un tas de choses. Et que là aussi, c'est une réflexion qu'on va engager de savoir jusqu'où on peut mettre de l'information sur ces objets-là. En fin de compte, de vraies perspectives de développement par l'utilisation des outils numériques sur cette thématique. Je précise, Franck, que nous sommes à AMO sur le projet de Remiremont dont vous avez parlé tout à l'heure, Oui, sur la oui, oui, valorisation oui. des matériaux usagés, aussi bien sur le réemploi, mais aussi sur la valorisation des matières usagées comme matières premières secondaires, tout ce qui est plâtre, bois, verre, laine minérale. Donc c'est un projet que nous menons en tant qu'AMO. Nous avons également deux missions auprès de Vogelis en tant qu'AMO revalorisation des déchets, AMO intégration de matériaux recyclés réemployés dans la reconstruction avec un projet de Vogelis. Voilà, c'est une vraie thématique aujourd'hui qu'on voit apparaître sur le Grand Est. Il y a une forte motivation des acteurs sur cette thématique. Merci beaucoup Franck pour votre intervention. Je vous propose de passer à nos deux autres intervenantes, qui sont Odélie Le Guillan et Camille Simon de Greenflex, qui vont vous parler du projet digital des constructions. Bonjour à tous. Alors, je vais attendre Camille, normalement, qui est censée être là aussi. Peut-être pour me présenter en attendant Camille. Donc, je suis Odélie Le Guillan, donc consultante chez Greenflex, donc sur des sujets d'économie circulaire de manière générale, et je fais partie donc du projet digital des constructions pour l'équipe Greenflex. Bonjour à tous, désolée pour le petit contretemps, petit problème d'affichage. Donc merci de t'être présenté, Odé. Donc moi c'est Camille Simon, chef de projet donc sur le projet digital et construction qui a déjà été un petit peu présenté, mais on va aller un peu plus en profondeur sur le sujet. Donc on travaille toutes les deux pour Greenflex, qui est une entreprise donc, voilà, qui propose du financement, du conseil et des solutions opérationnelles pour aider ses clients dans la transition énergétique. Donc moi je me suis plutôt spécialisée sur les thématiques du bâtiment durable, avec notamment un autre projet de rénovation énergétique qui s'appelle Energy Sprong. Mais donc là, aujourd'hui, on va parler du réemploi dans le bâtiment, donc avec le projet digital des constructions. Alors, donc on va commencer par aborder aussi la genèse du projet et pourquoi est-ce que le projet est sorti de terre. Ensuite, on vous parlera en détail des 4 volets du projet et des projets pilotes. Donc, on en a 2, des projets pilotes sur lesquels on teste l'outil et les solutions digitales des constructions. Donc la genèse du projet, c'est que donc on s'est rendu compte qu'effectivement sur le bâtiment, on avait plusieurs problématiques, notamment la raréfaction des matières premières, qui conduit aussi à une hausse des prix. Donc on l'a vu sur le bois plus récemment, le fait d'avoir de moins en moins de matières premières et une demande toujours croissante. Donc voilà, économiquement, ça conduit à une hausse de prix, et écologiquement, donc c'est pas un modèle qui est viable non plus. On a aussi d'autres problématiques qui correspondent à la gestion donc des déchets, pour tout ce qui est des déchets de chantier, du BTP, et notamment depuis 2015 avec un site en Seine-Saint-Denis qui est toujours pollué suite à un chantier et des déchets qui sont restés sur place. Donc voilà, une mauvaise gestion des déchets parfois, et puis une raréfaction des matières premières. On voit aussi que les villes aujourd'hui veulent de plus en plus se décarboner et utiliser des matériaux donc moins carbonés. Donc en ça, la réutilisation et le réemploi des matériaux, ça peut être une solution, et notamment passer au bois pour éviter le béton ou les matériaux carbonés. C'est pas forcément non plus une solution, puisqu'on voit très bien que on peut tuer donc des gisements de carbone, et on peut complètement donc détruire
des cultures, alors qu'en fait, le gisement principal qu'on a, il est déjà existant et présent dans les villes, dans des bâtiments donc, qui sont peut-être encore debout aujourd'hui, mais en vue d'être démolis plus tard. Donc, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques qui sont assez bien abordées dans nos villes. On a les boucles d'eau, on a les boucles locales énergétiques, on a des sujets qui concernent l'agriculture urbaine, on a le zéro déchet aussi pour les ménages, et le sujet donc, des matériaux de construction qui était assez peu abordé jusqu'à présent, et c'est toute la thématique donc, du projet digital des constructions. Donc, juste pour vous redonner quelques chiffres clés, et pour bien montrer qu'il y a une marge de progression importante sur le sujet du réemploi dans le bâtiment. Donc, on a un tiers des déchets en Europe qui sont issus de la construction et de la déconstruction, et 51% des déchets du bâtiment qui sont issus de la démolition. Et donc, en ça, on a aussi moins de 1% qui est estimé donc la part réemployée. Donc, ce qu'on s'est fixé comme besoin sur cette filière, c'était déjà d'identifier et de quantifier les potentiels gisements qui existaient en ville ou sur nos bâtiments actuels pour pouvoir ensuite les faire correspondre aux besoins futurs et donc d'avoir une première vision donc, des matériaux qui étaient présents dans nos villes. Donc, pour vous partager aussi un peu la philosophie du projet digital des constructions, c'est bien donc de poser des bases communes et le tout en open source parce que donc, comme ça a été très bien spécifié avant, il y a déjà un certain nombre d'outils qui existent. L'objectif, c'était vraiment pas de créer un outil supplémentaire et de se rajouter à tous ces outils déjà existants. L'objectif, c'était surtout de pouvoir donner le bon outil, le mettre en face du besoin de la maîtrise d'ouvrage. Donc de rentrer dans une phase de coopération avec tous les acteurs, donc que ce soit des outils digitaux ou non d'ailleurs, mais on verra après pourquoi les outils digitaux sont une solution à un certain nombre de problématiques concernant le réemploi. Nous, on a aussi comme philosophie de travailler aussi beaucoup sur des indicateurs et des choses qu'on peut suivre, notamment les indicateurs coût-bénéfice, pour pouvoir donner un outil d'aide à la décision. Et ce qu'on veut faire, c'est réemployer les matériaux avant de les revaloriser et avant de les recycler. C'est-à-dire que quand on réemploie un matériau de construction, il ne passe pas par la case déchets, il est réemployé directement dans le même usage qu'il avait avant. Alors que quand il est revalorisé, il est certes donc réutilisé, mais dans un usage un peu différent, ou alors le matériau a été un petit peu modifié. Et quand il est recyclé, donc c'est qu'il n'y a pas pu y avoir de réutilisation. Donc voilà. On se rend compte aussi, si on regarde notamment l'efficacité énergétique, qu'on a des bâtiments avant qui se rénovaient de manière très artisanale et pas toujours de manière très efficace. Aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, on a été capable de sortir, notamment par l'industrialisation, par la massification, par des effets de volume, on a été capable de sortir donc, des bâtiments qui sont très rapidement rénovés et très rapidement d'efficacité énergétique. Et donc, notre ambition pour Digital des Constructions, c'est de faire exactement la même chose avec l'efficacité matière et de pouvoir massifier et de découvrir des gisements qui soient suffisamment amples pour que les besoins correspondent. Donc maintenant, si on rentre un tout petit peu plus en détail donc, sur le projet Digital des Constructions, donc, c'est un projet qui dure 3 ans, qui est financé sur fonds européens, donc le programme Interreg Northwest Europe. Donc, il est présent dans 4 pays, la Belgique, France, Luxembourg et les Pays-Bas. Et donc, il y a un certain nombre de partenaires, notamment en France. Donc, on travaille avec Veolia et la SNCF AREP, qui sont nos 2 projets pilotes. Et on travaille également avec Novatec, donc différents experts donc, de l'économie circulaire, des porteurs de projets pilotes, la maîtrise d'ouvrage et des développeurs d'outils digitaux. Donc, les différents freins qu'on essaye de lever avec ce projet, parce que donc, il y en a un certain nombre, là on vous a résumé les 5 freins principaux, c'est qu'aujourd'hui on a un trop faible recours aux outils numériques, alors que c'est typiquement les outils numériques qui nous permettraient d'amplifier les gisements, en tout cas de les détecter pour pouvoir avoir recours au réemploi de manière plus simple. Ensuite, on a un deuxième frein qui est la traçabilité des déchets issus de la déconstruction. Et donc le lien et la cohérence avec le marché. Donc, on ne met pas forcément en face des matériaux à réemployer en face des besoins de construction.
On a aussi des freins qui peuvent être réglementaires, qui limitent potentiellement le réemploi. Et on a des freins de stockage ou d'assurabilité aussi des produits et des équipements réutilisés donc qu'il faut lever. Et donc, c'est pour ça qu'on a défini un programme en 3 volets d'action. Donc, le premier, c'est échanger et mettre en commun nos connaissances. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se réunir avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, pour pouvoir échanger sur ces freins et trouver des moyens d'action pour les lever et voilà, trouver des solutions sur le marché et à la filière. Le deuxième volet, donc, c'est évaluer et tester les outils sur des chantiers concrets, donc les 2 chantiers pilotes dont Odélie vous parlera juste après. Et le troisième volet d'action, donc, c'est développer des briques de solutions complémentaires, en tout cas qu'on puisse ajouter sous la forme d'un API à notre site existant. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail, le premier volet d'échange, l'objectif, c'est vraiment d'assurer aussi des formations et la montée en compétences, parce qu'aujourd'hui, déjà, le réemploi, ce n'est pas forcément automatique ou systématique, et surtout, il y a un certain nombre d'acteurs qui est assez peu connu, les gisements qui sont aussi assez peu connus. Et donc, voilà, il y a un besoin de monter en compétences de l'ensemble de la filière. Donc, pour ça, on organise les hubs d'innovation du réemploi pour échanger autour de ces pratiques et des freins et donc les lever tous ensemble. Donc, le deuxième volet, c'est bien évaluer et tester grandeur nature. Donc, on a plusieurs sites de tests que vous voyez là. Nous, en France, donc, on a un site qui est une gare SNCF et un autre site avec Vilogia dans le nord de la France, donc sur des logements sociaux. L'objectif, c'était, je crois qu'on a aussi un site au Luxembourg qui est un site classé patrimoine historique. L'objectif, c'était aussi de tester différents sites et différents usages de bâtiments pour pouvoir, in fine, aboutir à certaines conclusions de savoir sur quel bâtiment il est plus pertinent, plus facile et peut-être plus rapide et économique d'utiliser le réemploi. Donc là, on a 5 projets pilotes. Et donc, l'objectif, c'est de bien déployer des stratégies de réemploi sur ces 5 chantiers de déconstruction. Donc ensuite, on a le volet évaluation et test, parce que au-delà de déconstruire sur ces projets pilotes, voilà, l'objectif, ce sera d'avoir un certain nombre d'indicateurs et d'analyser ce qu'on appelle les analyses coûts-bénéfices, la mise en œuvre donc, de la démarche et l'apport de l'outil digital des constructions versus un scénario de démolition plutôt classique. Donc, on va intégrer différents impacts et l'évaluation des coûts, des bénéfices financiers et environnementaux sur la valorisation des matériaux versus un scénario de démolition. Et donc, toujours sur le volet 2, donc sur cette fameuse interface qui va être développée et mise à la disposition donc, de la maîtrise d'ouvrage ou même d'utilisateurs en général, elle permettra de faire plusieurs choses, donc notamment d'héberger un certain nombre d'outils pertinents donc pour différents cas d'usage et que voilà, quand il y aura un besoin et une maîtrise d'œuvre, via cette interface qui est en open source, la maîtrise d'ouvrage pourra justement trouver l'outil ou trouver la solution qui sera pertinente par rapport à son besoin. Donc, notamment, on a visualisation des scans 3D, on a la visualisation du BIM ou du reverse BIM, et on a donc une base de données des matériaux avec des indicateurs environnementaux, notamment suite à l'analyse coût-bénéfice dont on vient de parler. Donc, sur le troisième volet donc, qui correspond au développement des outils, on a 4 outils qui sont développés en cohérence les uns avec les autres. Donc, le premier, c'est le scan 3D donc, du bâtiment. Donc, on vous montrera par les exemples tout à l'heure voilà, les images des scans 3D qu'on peut avoir. Le second outil, c'est le potentiel de réemploi, ce qu'on appelle le reverse BIM, puisqu'on va avoir une maquette numérique, une jumelle du bâtiment au format numérique, qui nous permettra donc après de sortir les indicateurs dont M. Besançon avait parlé, donc c'est-à-dire savoir si les matériaux sont facilement réutilisables, réemployables, s'il est possible de facilement les déconsolider de leur structure initiale. Ensuite, on utilise la blockchain pour les sujets de traçabilité des données, de transfert des propriétés et d'assurabilité aussi. Et enfin, donc la base de données avec la catégorisation des matériaux et des bâtiments et les indicateurs de coût-bénéfice.
Donc, je vais revenir peut-être plus en détail sur donc sur les briques technologiques qui sont développées dans le cadre du projet. Donc tout d'abord, le scan 3D qui est développé par BIMY, donc qui est une entreprise luxembourgeoise. Donc, l'objectif de ce scan 3D, c'est d'offrir donc notamment un gain de temps et de précision donc sur les diagnostics ressources. Donc, il y a plusieurs données à avoir sur ce scan 3D. Donc, on a en données d'entrée donc un scan 3D donc, qui est réalisé avec donc un outil. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un scanner Travis donc qui a une capacité de scan assez importante. Donc par exemple, sur un de nos pilotes, donc le pilote de Villeneuve-Saint-Georges qui est porté par AREP et SNCF Gare et Connexion. Donc sur ce pilote qui fait environ 1000 m², on va avoir un scan qui a duré 1 heure et qui a scanné 458 images, donc une vraie rapidité d'exécution. Donc on a en entrée ce scan 3D et en parallèle les données existantes sur le bâtiment qui vont pouvoir amener à la construction d'une vue digitale. Donc une vue digitale en 3D numérisée, et donc cette vue digitale, elle va pouvoir avoir 2 fonctionnalités, donc soit de visiter via un viewer pour la maîtrise d'ouvrage son bâtiment ensuite, donc sur son bureau directement, et on va pouvoir avoir accès aussi avec ce viewer au nuage de points, donc le nuage de points global qui ressort de la cartographie, et ce nuage de points va pouvoir ensuite nous permettre de segmenter les objets. Donc cette segmentation d'objets, elle a pour vocation à être complètement automatisée dans le futur. Donc c'est un travail qui est fait en ce moment donc dans le cadre du projet digital des constructions, mais aussi dans le cadre du développement de BIMY, donc sur un principe de machine learning. Pour le moment, on est sur une semi-automatisation. On va pouvoir avoir une segmentation des murs et des sols, principalement, quelques segmentations des portes aujourd'hui, mais donc dans le futur, on va être sur une vraie segmentation par typologie d'objets avec un apport de documentation préalable sur les chantiers. Ensuite, pour le BIM réversible, donc cette technologie-là de AirBIM, elle a été développée par GTB Lab, donc qui est un laboratoire néerlandais. Et donc ce BIM réversible, il a pour objectif, donc à peu près le même objectif qu'un BIM classique, qui est de modéliser un bâtiment. Seulement cette fois, au lieu de conceptualiser un bâtiment, on va se baser sur l'existant et on va être donc plutôt sur plusieurs données d'entrée sur ce module. Donc dans le cadre du projet, on va avoir donc le nuage de points qui aura été amené par le scan 3D sur lequel va pouvoir se baser la modélisation BIM. On va avoir donc pareil les données existantes sur le bâtiment, et aussi on va avoir 2 données d'entrée qui vont être amenées par des recherches faites en parallèle sur la fin de vie des matériaux, des objets et sur l'impact environnemental, donc qui peuvent être emmenées notamment par des analyses de cycle de vie sur les matériaux. Et donc ce module de BIM, il va pouvoir nous donner une modélisation avec une visualisation des liens entre les éléments. Donc c'est un peu ce qui est spécifique ici pour ce module de BIM dans le cadre du projet digital et construction, c'est qu'on va vraiment avoir une approche sur la connexion entre les différents éléments et leur possibilité d'être séparés lors de la déconstruction des bâtiments, donc leur possibilité de réversibilité. Donc de s'ils sont facilement déconsolidables du bâtiment, quelles connexions ils ont fait les uns avec les autres, est-ce qu'on va pouvoir les séparer facilement ? Et dans un deuxième temps, quelle fin de vie pour ces éléments séparés. Donc on va avoir une échelle donc de 0,1 à 0,9 sur le potentiel de réversibilité, donc qui va coupler ces 2 informations, les connexions et les possibilités de fin de vie. Et donc cette modélisation et les rapports qui vont ressortir de ce module vont pouvoir nous aider sur l'élaboration de la stratégie de déconstruction avec donc les possibilités pour chaque élément sur l'élaboration de la stratégie. Voilà. Et donc ces 2 briques technologiques directement qui ont un poids direct sur le chantier et sur l'élaboration, elles vont être chapeautées par 2 autres briques. Donc une brique notamment qui est la base de données des matériaux, donc qui va pouvoir suivre tout au long du diagnostic jusqu'à l'élaboration de la stratégie et jusqu'à ensuite donc la phase de déconstruction, suivre chaque élément en lui imposant un passeport numérique.
donc sur lesquels on va pouvoir amener toutes les données, que ce soit les données techniques, les données financières, économiques, donc sur les matériaux, les données de fin de vie aussi. Et donc cette base de données matériaux, elle va être suivie par la technologie blockchain, donc qui est une technologie de mise en commun des informations et de transaction des informations, qu'elles soient financières, techniques ou donc caractéristiques aux éléments, et qui est une technologie qui est de plus en plus employée aujourd'hui et qui a été prouvée comme étant sécurisée et donc qui permet de suivre vraiment, de tracer tout au long de la chaîne de valeur les différents échanges qui ont eu lieu sur les éléments. Donc ces 4 briques, elles vont être imbriquées dans un système digital donc qui se veut catalyseur du développement de l'économie circulaire. Donc c'est un système qui va permettre à l'utilisateur final d'avoir sur un même endroit la possibilité d'accéder aux différentes fonctionnalités des 4 briques précédentes, mais aussi d'autres possibles briques dans un futur proche, puisqu'on est ici sur une volonté de développer ces outils-là dans le cadre du projet, mais aussi sur une volonté de faire émerger les outils digitaux utiles dans tout cas à l'élaboration de stratégies de déconstruction. Donc cet outil, ce système digital est en phase de développement. Donc on est en ce moment sur la réflexion de comment amener un outil qui va être le plus pertinent possible pour les utilisateurs finaux, les MOA et les porteurs de chantiers de déconstruction. Donc pour avoir un peu une visu sur l'avis des porteurs de pilotes français, donc qui sont Veolia et AREP, donc par rapport à ces outils digitaux. Donc, pour commencer, Veolia, donc sur donc leur objectif et leur ambition en participant à ce projet digital déconstruction, c'était donc de tester de nouveaux outils digitaux. Il faut savoir que Veolia a en main depuis 2016 l'outil BIM, qu'il utilise sur certains de ses chantiers. Notamment, ils ont fait des tests sur le secteur de Lyon en 2017 avec un objectif de massifier cette utilisation du BIM à tous leurs chantiers. Et donc, ils sont maintenant sur une logique de test de nouveaux outils donc pour s'adapter toujours plus à la réalité de leur chantier. Donc, l'objectif avec le projet digital déconstruction, c'est de le tester sur des chantiers à petite échelle, avec des bâtiments qui sont dits normaux dans leurs activités, pour ensuite amener ça à des chantiers de plus grandes envergures. On est aussi dans une logique de participer à des échanges et des réflexions, de partager leur réalité d'expérience, leur réalité de terrain, donc afin d'avoir une vision vraiment globale sur la chaîne de valeur de la déconstruction. Une montée en compétences aussi en interne avec donc les volets de formation qui vont être offerts par le projet. Aussi une montée en compétences sur les sujets d'économie circulaire, sur les sujets de réemploi, mieux connaître les filières et les possibilités. Et bien sûr, donc un point aussi sur le financement, puisque le projet digital déconstruction apporte des financements à ses partenaires. Donc voilà les objectifs donc sur le projet de déconstruction, mais aussi de manière plus globale sur l'utilisation des outils digitaux. On est donc, comme je le disais, sur une massification, un désir de massification de recours aux outils digitaux. On est sur un désir aussi d'amener de l'économie circulaire dans toutes les opérations, puisque les outils digitaux ont pour vocation à supporter et à faire émerger l'économie circulaire en amenant le lien entre tous les différents acteurs et les différentes parties d'une logique de déconstruction et de construction par la suite. Et on va ensuite avoir un point sur les cahiers des charges types. Donc, les outils digitaux amènent pour Veolia une facilitation de communication sur les cahiers des charges types, donc qui vont permettre de mieux communiquer, de placer un curseur plus précis sur les désirs de réemploi, sur la façon de faire et les méthodes à appliquer. Donc voilà pour les objectifs de Veolia. Et pour passer ensuite donc, sur la logique donc, qui a été faite aussi par AREP. Donc, sur le chantier pilote que nous avons de la part d'AREP, qui est la gare RERD de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, pour avoir un peu une vision sur leur stratégie de déconstruction circulaire, pour le moment, le diagnostic est fait manuellement. Donc, vous pouvez le voir ici, c'est les éléments qui ont été sélectionnés lors de l'élaboration de la stratégie de déconstruction et de reconstruction de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, puisqu'on est ici sur un chantier qui va utiliser du réemploi in situ, puisqu'on est sur une réhabilitation d'une partie des bâtiments. Donc, vous avez ici les différents éléments qui ont été choisis et sélectionnés pour faire partie de cette stratégie de réemploi sur le chantier.
Donc tout ça a été fait manuellement et a été assez chronophage donc sur ce chantier assez important de 1000 m². Donc sur le chantier de Villeneuve-Saint-Georges, il a été tout d'abord réalisé en avril 2021, donc le scan 3D avec l'outil que nous avons vu précédemment. Et le BIM réversible a ensuite été fait dans la foulée. Ils sont en ce moment sur l'analyse et la réflexion autour de cette modélisation pour consolider leur stratégie de déconstruction. Donc, vous pouvez voir ici le résultat de cette modélisation 3D faite avec le module de BIM réversible, avec les différents potentiels de réemploi. On peut voir ici qu'il y a quand même un potentiel assez important avec des éléments qui sont majoritairement verts, avec des potentiels supérieurs à 0,7 ou 0,8. Donc, ici, vous pouvez voir donc, la modélisation. Vous pouvez aussi apercevoir donc les liens, l'interconnexion entre les différents éléments. Donc chaque petit rectangle montre un élément et on peut voir donc les interconnexions entre chacun. Donc voici pour exemple donc ce que donne le BIM réversible en résultat, avec une possible sélection donc par élément, chaque interconnexion avec d'autres éléments. On explique ensuite plus précisément les interconnexions, le type d'interconnexion, les possibilités de déconstruction relatives à cet élément-là et les possibilités de réemploi, de revalorisation, de recyclage relatives à cet élément-là aussi. Donc ici, vous avez les différents aspects qui sont vus pour mesurer le potentiel de réversibilité. Donc on a 8 aspects au total. On va avoir la décomposition fonctionnelle, la systématisation des assemblages, la hiérarchie des éléments, la place dans l'espace des éléments de base et donc les séquences d'assemblage, donc si c'est des éléments qui sont en parallèle ou qui sont suivis dans l'assemblage de la séquence, la géométrie de l'interface, le type de connexion entre les différents éléments et enfin donc un aspect qui est moins sur les connexions mais plutôt sur la durée de vie technique restant à l'élément. Donc une étude sur les possibilités de durée de vie continuelle sur d'autres chantiers pour cet élément-là. Donc ces différents aspects, on va y apposer des indicateurs et ces différents indicateurs vont pouvoir constituer le potentiel de réutilisation au global. Sur le potentiel de réversibilité, on va être sur dans la notation sur des notes supérieures à 0,7 pour des éléments qui vont pouvoir être réemployés directement avec des traitements mineurs, voire pas de traitement du tout. Pour des potentiels compris entre 0,4 et 0,6, on va être sur des éléments qui vont pouvoir être réutilisés avec traitement ou recyclés à haute valeur ajoutée. Et pour des éléments inférieurs à 0,3, on va être sur des déchets. Donc sur des éléments qui n'ont pas de possibilité de revalorisation après chantier. Donc là, ce sont les fichiers Excel qui sont fournis aux clients ou aux utilisateurs finaux de ce module BIM avec toutes les données relatives aux matériaux. Donc voilà, toutes les données relatives aux éléments, aux matériaux, aux impacts carbone, aux impacts d'économie de ressources aussi. Donc des données assez globales sur l'impact de ces matériaux et sur la stratégie à affilier à ces matériaux. Une vision plus globale aussi sur les chantiers qui va pouvoir être amenée avec du coup un diagnostic assez complet sur les différentes typologies de matières, sur les différentes donc sur les possibilités de réemploi sur les matières au global sur le chantier. Donc pour AREP et pour SNCF Gare et Connexion, ces outils digitaux, ils apportent notamment un gain de temps puisqu'on est pour l'instant sur un diagnostic manuel qui est très chronophage sur ces chantiers à grande envergure. On a un scan 3D qui leur permet de faire des visites depuis son bureau et non pas de multiplier les visites qui sont aussi assez chronophages et qui coûtent aussi financièrement derrière. Donc ce scan 3D qui offre une possibilité de discuter directement à son bureau d'une possibilité, d'une stratégie à mettre en place. On a
un vrai appui sur l'automatisation de ce scan 3D, puisque pour eux, ça va être un game changer assez fort d'automatiser ce scan 3D et d'avoir tous les éléments sur ce viewer, donc relative aux différents éléments. Et enfin, donc pour le moment, même si c'est encore en phase de réflexion, ils ont un avis qui est sur le Reversible Beam, qui amène un outil performant et un outil très utile pour l'élaboration de la phase de déconstruction. Donc voilà pour nous. Donc peut-être si vous êtes intéressé, on a élaboré en collaboration avec les partenaires français du programme, le manifeste pour une déconstruction circulaire dans le bâtiment. Donc ce manifeste, il regroupe plusieurs mois de recherche, d'échanges avec des parties prenantes extérieures sur la réalité de l'économie circulaire dans la déconstruction et dans la construction. Et on y partage donc dans ce document notre vision des choses en tant que partenaire du projet digital des constructions, mais aussi en tant que facilitateur de l'économie circulaire dans le domaine du bâtiment. Donc sur les leviers à activer et les leviers que l'on a pu recenser au cours de nos nombreuses discussions avec les acteurs et de nos recherches sur le sujet. Peut-être très rapidement en termes de conclusion sur les outils digitaux. Nous, dans le programme Digital Déconstruction, il y a clairement un gros focus qui est mis sur les outils digitaux, parce que donc effectivement, ça offre de nombreuses possibilités. L'objectif, c'est absolument pas de faire un scan 3D et après de ne pas se servir des données et de ne pas les catégoriser et de ne pas avoir d'indicateurs. Pour nous, les outils, ils doivent être interdépendants aussi, ils doivent être mis bout à bout pour construire une stratégie donc globale de réemploi qui soit pertinente. Donc c'est pour ça qu'il est important de présenter un éventail d'outils. Mais après, l'objectif, c'est pas de trouver une solution qui soit forcément 100% digitale. C'est en tout cas de trouver la solution la plus pertinente par rapport aux besoins donc de la maîtrise d'ouvrage. Et donc il y a différents besoins selon les chantiers, selon la disponibilité des plans, la possibilité de faire des visites sur site, l'accessibilité aux documentations, s'il y a déjà eu une maquette BIM qui a été faite ou pas lors de la conception, pardon. Et donc, en fonction de plusieurs éléments, voilà, la maîtrise d'ouvrage se tournera plutôt vers un outil ou un autre, et donc digital ou pas. Nous, on voit néanmoins quand même des avantages aux outils digitaux qui nous permettent donc d'avoir une meilleure connaissance des bâtis et des patrimoines, et donc de massifier comme ça le réemploi en prenant vraiment la ville comme une mine urbaine et en prévoyant donc d'avoir la déconstruction de certains bâtiments dans X années et donc la réutilisation de certains matériaux plus ou moins sur les mêmes timings. Et c'est que comme ça que ça pourra fonctionner parce que le réemploi, il y a besoin d'avoir une offre qui réponde à la demande et si on fonctionne projet par projet, on n'atteindra jamais cet effet d'échelle dont on a besoin. Et après, le tout dernier sujet, c'est que a besoin d'outils pour pouvoir développer le réemploi et aussi on a besoin énormément de former, de partager les expériences et de favoriser donc les échanges entre acteurs. C'est pour ça qu'on a organisé les Regional Innovation Hub, donc les hubs d'innovation en France, avec tous les partenaires qui tournent sur les sujets de réemploi, que ce soit leur cœur de métier ou pas, dès qu'un acteur du bâtiment ou de la maîtrise d'ouvrage est intéressé par ce sujet, il est le bienvenu pour réfléchir avec nous et débloquer et réfléchir au levier d'action. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ces hubs d'innovation. Merci à tous. Merci beaucoup. On a quelques questions dans le chat. Comment réussir la péréquation offre-demande et avec quel modèle économique probable?
Un petit problème technique, il faut qu'on récupère nos intervenantes. Vous m'entendez? Voilà. Voilà, parfait. Camille, Oui, vous êtes avec perdu nous, Camille? Vous m'entendez bien? On vous entend pas. Ah voilà. Vous m'entendez? Oui, on a juste un petit souci parce qu'on peut pas avoir, on est 3 à gérer le webinaire, donc on ne peut avoir qu'un seul intervenant à la fois. D'accord. Donc la question, mais on pourra éventuellement changer en fonction des typologies de questions. Donc la première question, c'est comment réussir la péréquation offre-demande et avec quel modèle économique probable? Donc le fait de faire matcher l'offre et la demande. Donc pour nous, en fait, il y a un vrai besoin de justement de prévision sur le marché parce on n'a pas forcément des matériaux réemployés qui sont plus chers ou plus compliqués à réutiliser. Même si on y intègre des coûts de stockage ou de livraison, économiquement, c'est plus pertinent de passer par le réemploi. Et le seul levier, on va dire, qui va faire pencher la balance plus d'un côté ou de l'autre, je pense que ça va être surtout le côté prévisionnel d'une maîtrise d'ouvrage quand elle pourra avoir une bonne vision des matériaux dont elle peut disposer quand et savoir de manière certaine que la déconstruction d'un bâtiment lui permettra de construire à telle date. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on réussira à faire baisser les prix sur la sécurité, en tout cas, et la disponibilité des matériaux. Très bien, merci. On a une deuxième question également. Donc, quels sont les livrables attendus par phase du projet? Et cherchez-vous d'autres partenaires pour ce projet? C'est les livrables, donc Interreg, je pense que c'est les livrables de l'Europe. Donc on a un certain nombre de livrables, hein, donc notamment faire ces analyses coûts-bénéfices. Donc on pourra mener qu'à la fin à la déconstruction et à la finalisation des projets pilotes. Donc on est en cours, la méthodologie est prête, on attend le relevé des données. On a aussi un autre livrable qui est justement de mettre en commun, d'échanger et de former les acteurs du secteur. Donc les hubs d'innovation font partie des livrables pour ce projet. Et ensuite, un certain nombre d'autres livrables, notamment l'outil numérique et l'interface à délivrer. Très bien, merci. Sur les partenaires, on est ouvert effectivement à discussion et à rencontrer les acteurs qui sont intéressés sur le sujet. Vous cherchez quoi comme type de partenaire? Pour l'instant, on est en phase justement de prendre tous les besoins donc, de tous les acteurs, donc que ce soit maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, discussion avec des AMO et des bureaux d'études ou des entreprises du bâtiment de manière plus générale. Eh bien, en tout cas, si jamais des gens sont intéressés, qu'ils nous le fassent savoir et on vous enverra tous ces contacts pour que vous puissiez également voir avec eux les possibilités de collaboration. Merci. Une autre question. Pour le projet de gare RER-D, le recensement des matériaux a été réalisé manuellement, c'est ce que vous aviez dit, c'est ce qu'a dit votre collègue, et le scan 3D n'a pas été utilisé pour faire le recensement, c'est bien ça? Le scan 3D a été utilisé dans un second temps. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai également une question, mais c'est peut-être, oui, pour ceux qui devront nous quitter, la présentation sera disponible en replay, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais une question, mais c'est peut-être un petit peu, vous n'aurez peut-être pas forcément une réponse. Je dirais, est-ce qu'on a déjà une idée de coût ou de rapidité d'action entre un scénario digital des constructions et un scénario classique? C'est des choses que vous avez déjà commencé à regarder ou pas? Ou c'est un petit peu trop tôt pour le dire? Ouais, effectivement, pour l'instant, je dirais que c'est un peu trop tôt pour le dire, puisque bon, traditionnellement, la démolition est quand même plus, on va dire, plus habituelle. Donc, il y a besoin d'automatiser, justement, de former et d'avoir un certain nombre de réflexes de passer par l'économie circulaire et par le réemploi. Mais c'est tout l'objectif aussi du projet, c'est de faire en sorte que le réemploi soit aussi concurrentiel, on va dire, que la démolition et soit aussi intéressant que la démolition. Donc oui, effectivement, pour l'instant, j'ai pas la réponse. D'accord. Enfin, toi, nous, on est tout à fait en ligne avec vous. Au niveau du pôle, on est tout à fait convaincus que l'emploi sera un enjeu majeur de demain dans la déconstruction par rapport à une démolition classique. Donc, pour nous, ça ne fait même pas débat. Ça nous semble évident. Donc, je pense que les actions de Greenflex que vous avez menées sont dans la bonne direction. Pour nous, ça ne fait aucun doute. J'ai pas d'autres questions. Il y a encore une dernière question dans le chat.
Ah, les bureaux de contrôle, oui. Une dernière question sur les bureaux de contrôle. Comment ils interviennent dans le projet, de quelle façon, de quelle manière, comment ils interviennent dans votre étude? Alors pour l'instant, la manière dont on a structuré, ces hubs d'innovation, le 1er, donc on a invité à peu près tous les acteurs, intéressés par le projet. Pour le 2e hub d'innovation, on va travailler essentiellement avec la maîtrise d'ouvrage et le 3e, donc avec la maîtrise d'œuvre et faire un focus, avec les différents métiers pour comprendre à quel point, la déconstruction et enfin surtout la déconstruction sélective peut impacter, certains métiers et à quel point, est-ce qu'on a besoin de certains métiers pour faire avancer nos projets. Donc, dans le cadre du 3e hub d'innovation, on aura énormément besoin d'avoir la participation des bureaux d'études et votre avis sur ces sujets-là. Les bureaux de contrôle? Les bureaux de contrôle, oui. D'accord. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux intervenantes. Je crois qu'on va arrêter, on va arrêter la présentation de Greenflex. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci à Odélie Le Guillon et à Camille de leur intervention. Donc, et bonne continuation sur le projet Greenflex. Tenez-nous au courant. Je pense que c'est quelque chose qu'on va également suivre, hein. Le pôle va être très intéressé d'avoir un retour d'expérience sur ce projet très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. On va passer à notre troisième intervenante, Lara Cochet d'Upcyclea, qui va vous parler des liens entre maquette numérique et économie circulaire. Donc, Lara, la parole est à vous. Merci Philippe. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez y aller, Lara. La parole est à vous. Eh ben, merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier donc, les intervenants précédents pour leur présentation qui était hyper riche et très complète avec des propositions d'outils et des méthodologies. Donc voilà, en effet, c'est toute la question aujourd'hui. Alors j'essaye de voir si je peux passer mes slides quand même. Ah, voilà. Donc voilà, c'est toute la question aujourd'hui, c'est donc d'utiliser des bons outils et d'avoir derrière une méthodologie qui soit en adéquation avec tout ça. Donc pour présenter rapidement, donc je représente ici la société Upcyclea. On est avant tout un éditeur de logiciels et on développe le logiciel qui s'appelle MyUpcyclea. Et donc c'est avec ce logiciel qu'on fait de l'accompagnement de projets pour développer des stratégies et des démarches d'économie circulaire. Donc on accompagne des projets à toute échelle, donc de l'échelle du produit en passant par le bâtiment jusqu'au territoire. Et donc là, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va surtout être donc la phase amont donc des présentations précédentes, donc c'est-à-dire la conception de bâtiments dans une démarche d'économie circulaire et comment est-ce qu'on met en place toutes les clés pour qu'ensuite le bâtiment puisse être exploité en économie circulaire. Donc moi, je m'appelle Lara Cochet, je suis architecte et ingénieure de formation et donc chez Upcyclea, j'accompagne sur tous les projets de bâtiments. Donc j'ai surtout cette casquette d'AMO économie circulaire sur du bâtiment. Donc j'arrive en 3e position, donc alors tout ce qui va être en termes d'enjeux et de contexte, c'est des choses qui ont déjà été dites, mais voilà, c'est juste pour replacer le contexte et savoir que voilà, le secteur du bâtiment et du BTP est vraiment à la croisée de toutes les problématiques environnementales. Donc d'une part, avec la question de l'épuisement des ressources et des matières premières. D'autre part, donc la génération des déchets. Hein, voilà, le bâtiment, c'est un des secteurs les plus problématiques en termes de gestion de déchets. Et 3e problématique, les émissions de gaz à effet de serre qui sont de plus en plus importantes. Donc voilà, c'est bien d'avoir en tête ces 3 enjeux parce qu'en effet, le réemploi, le recyclage est une grande solution en tout cas pour répondre à ces 3 problématiques. Donc, quand on pense aux déchets générés dans le bâtiment, on va surtout penser aux déchets générés lors de la construction et à la déconstruction du bâtiment. Mais il ne faut pas oublier, en tout cas, tous les déchets qui vont être générés pendant toute l'exploitation du bâtiment. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir le bâtiment comme un métabolisme lent qui va générer des déchets pendant toute sa vie. Donc là, on voit ici l'étude
réalisé par Stewart Brand, qui va poser en fait des taux de renouvellement des constituants du bâtiment selon la couche auquel appartient le constituant. Donc on peut voir ici que par exemple tout ce qui va être mobilier et décoration, pendant 30 ans de la vie d'un bâtiment, ça va être changé 8 fois. Donc ça veut dire que 8 fois, potentiellement, on va générer des déchets liés à tous ces éléments qui sont inclus dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, donc on va être dans un modèle linéaire où justement c'est ce qu'on a vu, hein, tout ce qu'on va mettre en œuvre dans le bâtiment, on va mettre en œuvre des produits et des matériaux neufs. Et quand ces derniers arrivent en fin de période d'usage, ça va être aujourd'hui considéré comme des déchets qui vont être mis en décharge et en plus cela va avoir un coût. Donc l'idée c'est de changer complètement de paradigme et donc nous on s'inspire fortement de la démarche Cradle to Cradle, donc l'économie circulaire à impact positif et donc d'être dans un modèle circulaire inspiré de la nature où on oublie la notion de déchet et tout dans le bâtiment doit vraiment être vu comme une ressource et un élément qui bien placé au bon endroit et dont on a toutes les informations à disposition pour être géré dans une démarche d'économie circulaire et plus comme un déchet. Donc voilà, la clé de tout ça, c'est l'information et c'est déjà d'avoir connaissance de l'ensemble des produits et des matériaux qu'on va mettre en œuvre dans les bâtiments. Donc, on voit là que le BIM peut répondre en tout cas à toute cette problématique de stockage d'informations et d'avoir connaissance des produits et des matériaux. Parce que voilà, via les maquettes BIM, en tout cas, ça nous permet de visualiser et de centraliser toutes les informations sur les produits et les matériaux, et ce, pendant toute la vie du bâtiment. Il y a aussi donc cette question de traçabilité parce que c'est vrai que la maquette, c'est le très bon outil en tout cas pour, voir directement les éléments, savoir où est situé tel ou tel élément et puis, avoir une traçabilité sur, voilà, la gestion des ressources pendant l'exploitation du bâtiment. Il y a aussi des gros enjeux, en tout cas de toute cette centralisation de la donnée et l'utilisation des maquettes, pour faciliter les études à la conception et de voir vraiment, la maquette numérique comme un support, un stockage d'informations, qui peut être ensuite utilisé par des outils métiers, pour faire différents calculs, hein, donc par exemple les analyses de cycle de vie, mais voir vraiment la maquette comme un support pour ensuite, faire des calculs. Et également donc pour quantifier tous les produits et les ressources, donc faire des inventaires et avoir, voilà, connaissance de voilà, je sais exactement toutes les ressources qui sont présentes dans mon bâtiment et je peux, voilà, les quantifier et avoir mes inventaires tout prêts. Et après aussi donc faire des calculs d'inventaire, d'indicateurs tels que construits, donc vraiment réels avec les informations sur les produits et les matériaux qu'on a réellement mis en œuvre. Et après, voilà, donc en phase d'exploitation, donc bien de pouvoir gérer tout ça jusqu'à la déconstruction du bâtiment. Donc nous, ce qu'on développe principalement comme démarche sur nos projets de bâtiment, c'est le concept de bâtiment banque de matériaux. Donc vous avez sûrement déjà dû en entendre parler, hein, on parle aussi du concept BAMB, Building as Material Banks, qui est un projet européen qui se développe depuis 2015. Et donc, ça repose sur 3 grands principes. La première chose, c'est d'avoir une approche macro du bâtiment et de concevoir le bâtiment le plus démontable possible. Et donc ce, à toute échelle et à toute couche du bâtiment, comme on a pu voir auparavant. Donc depuis les fondations, en passant par la structure et en passant par tous les éléments qu'on va mettre en œuvre dans son bâtiment. Cette démontabilité, elle est aussi très pertinente pour les systèmes techniques et donc c'est-à-dire de bien penser à l'accessibilité des systèmes techniques pour la maintenance et pour faciliter la réparation de ces éléments-là. Donc voilà, une vision macro du bâtiment en pensant bien à la démontabilité, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment de s'intéresser, donc là avoir une vision plus micro et de s'intéresser à l'ensemble des produits et des matériaux qui sont inclus dans mon bâtiment et de caractériser tous ces produits via des passeports circulaires. Donc je reviendrai plus en détail sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'un passeport circulaire, en quoi ça consiste. Mais là, vraiment, c'est de garder en tête que la clé, c'est l'information et donc c'est de caractériser les produits et les matériaux. Et donc troisième point, c'est de constituer une banque digitale de matériaux, avec toute l'information sur les produits et les matériaux qui sont rassemblés dans un même outil, en vue de l'exploitation du bâtiment. Donc voilà,
schématiquement, c'est un petit peu ce schéma résume bien ça. C'est j'ai mon bâtiment, je fais exactement l'inventaire précis de tout ce qui constitue, ce bâtiment et j'associe à chacun, de ces composants un passeport circulaire, donc il me donnera toutes les informations utiles sur les produits, de mon bâtiment. Donc le passeport circulaire, quelles sont les informations qui sont présentes dedans? Il faut vraiment le voir comme la carte d'identité d'un produit qui va donner toutes les informations, sanitaires et environnementales sur les produits. Les informations, elles sont remplies directement par les fabricants de produits, donc ce qui est hyper intéressant parce qu'on a des informations qui sont précises, qui ne sont pas génériques et qui s'appliquent vraiment à une référence de produit donné. Donc premièrement, on a toutes les informations génériques sur les produits, qui vont nous permettre de caractériser le produit, d'avoir toutes ces informations pratiques dessus. Donc, le nom du produit, sa référence, le nom du fabricant. L'identifiant du passeport, donc on le verra, chaque passeport a un identifiant unique, qui permet de bien le caractériser, et d'avoir une unicité, dans les passeports. On a également une information sur la catégorie du produit, son unité, qui va ensuite nous permettre de faire des inventaires dans le bâtiment et la masse de son unité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait tous nos calculs, en pourcentage massique. Notre unité de référence, c'est la masse. Donc c'est pour ça que chaque passeport, il a une unité pratique, pour inventorier le produit dans le bâtiment et à l'unité qui a été définie, on associe une masse qui permet ensuite, de faire, voilà, tous nos calculs en pourcentage massique. Ensuite, donc deuxième point, la composition du produit. Donc là, on a, le détail, des constituants principales, du produit et des matériaux associés à chacun de ses composants. Et également, dans la partie composition, on a des informations sur la non-toxicité du produit et en fait, on est, très en lien avec la démarche donc Cradle to Cradle et on demande au fabricant de vérifier, que dans son produit, il n'y ait aucune des substances qui soit bannie, par la démarche, Cradle to Cradle. Donc le fabricant va vérifier cette liste de substances et va attester, si oui ou non, il n'y a bien aucune substance, toxique dans son produit. Ensuite, donc le troisième point, utilisation et cycle, où là, ça va être toutes les informations utiles sur la circularité du produit. Donc première chose, on va regarder si le produit, il contient une part de matière recyclée ou biosourcée, qui est intégrée au produit. Donc à ne pas confondre avec le recyclage potentiel du produit. Là, on regarde vraiment si déjà, le produit contient des matières qui sont recyclées ou rapidement renouvelables. Donc si déjà on n'a pas épuisé des matières premières non renouvelables pour, concevoir le produit. Ensuite, on a des informations sur la durabilité du produit, avec sa période d'usage. Donc là, qui permettent de savoir et déjà d'avoir une première idée de la durée dans le temps du produit dans le bâtiment. Donc ça veut dire que ça nous permettra aussi d'anticiper donc à quel moment le produit, potentiellement, il faudra le recycler, le réemployer, le changer. Et donc dernier point pour l'utilisation des cycles, c'est des scénarios de valorisation. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, dès le passeport, on a des informations sur la revalorisation possible du produit en fin de vie. C'est-à-dire que le fabricant, il peut déjà dire, bah, mon produit, potentiellement, il peut être recyclé, il peut être réemployé, et en plus, d'identifier des intervenants qui peuvent assurer cette revalorisation. Ce qui est très intéressant aussi, c'est quand les fabricants ont des systèmes de reprise, donc ça veut dire qu'eux-mêmes s'engagent à récupérer leurs produits en fin de vie, pour le recycler, dans leur propre production. Donc dans ce cas-là, cette information, elle est présente dans le passeport. Le fabricant indique, qu'il s'engage à récupérer son produit en fin de vie et donc on a cette information qui sera ensuite tracée, par la suite. Enfin donc, performance environnementale et sociale. Donc là, ça va être toutes les informations, liées à l'énergie et au carbone, dans le produit. Donc on a, les informations qui sont souvent issues des fiches, FDES ou EPD, donc sur l'empreinte carbone du produit et également donc sur le mix énergétique. Donc là, c'est de savoir, quelles sont les énergies qui ont été utilisées pour produire le produit et si, il y a une part d'énergie renouvelable, qui fait partie de ce mix énergétique-là. Et après, on a également des informations sur les impacts sur l'eau, donc savoir s'il y a des eaux polluées qui ont été générées dans les process de production. Et un dernier volet, responsabilité sociale, où là, il y a quand même le volet humain qui est aussi très intéressant et c'est de savoir que tout le produit, il a été bien produit, dans un respect des droits de l'homme, sur toute sa production. Et dernier volet, donc information complémentaire,
Là, ça va surtout être des informations pratiques, donc sur les dimensions du produit, son prix d'achat, son lieu de fabrication, ses lieux de distribution. Et c'est également dans cette partie que le fabricant peut joindre tous les documents qu'il le souhaite, donc les fiches techniques, les notices de montage, fiches FDES, etc. Donc, il faut aussi voir le passeport comme un peu la manière de centraliser toutes les infos, et c'est également via les passeports qu'on peut joindre des documents. Donc voilà, toutes ces informations-là, elles sont saisies directement par les fabricants. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a des informations qui sont précises et validées par le fabricant, et que le fabricant s'engage à mettre à jour ces informations si jamais il y a des changements qui sont faits. Donc à partir de toutes ces informations qui sont centralisées dans les passeports, nous, on évalue les produits selon 5 critères qui sont également inspirés de la démarche Cradle to Cradle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une certification C2C qui existe. Nous, on ne prétend pas à certifier les produits, mais au moins, on regarde les produits par rapport à ces 5 critères de cette certification. Donc, premier critère, ça va être un critère lié à la santé, et donc c'est de s'assurer que le produit ne contient pas de substances qui font partie de la liste bannie par la démarche Cradle to Cradle. Donc, la santé, c'est important pour les usagers du bâtiment, mais également dans une démarche d'économie circulaire pour la recyclabilité, parce qu'un produit pour lequel on est sûr qu'il n'y a pas de substances toxiques dans la composition du produit, et bien du coup, ça nous permet de le revaloriser plus facilement et de le recycler plus facilement. Donc, second volet sur la circularité. Là, pour valider le critère de circularité, le produit doit répondre à deux points. Le premier, c'est donc d'intégrer une part de matière recyclée ou rapidement renouvelable. Et le deuxième point, c'est que le produit doit déjà avoir une stratégie de valorisation en fin de vie, donc hors valorisation énergétique et incinération et enfouissement, pardon. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a déjà une stratégie de récupération, de réemploi, de recyclage qui doit être anticipée pour le produit. Ensuite, troisième point, énergie et carbone. Donc là, pour répondre à ce critère, il y a deux points. Le premier, c'est le fabricant doit avoir connaissance de l'empreinte carbone de son produit. Donc là, on n'impose pas de seuil d'empreinte carbone, mais vraiment, déjà, le fabricant doit connaître son empreinte carbone. Et c'est dans toute cette démarche d'économie circulaire Cradle to Cradle, c'est encore, je le répète, hein, mais la connaissance des produits et des impacts. Et donc déjà, en ayant connaissance de l'empreinte carbone, c'est déjà un premier pas dans cette démarche. Et deuxième point, donc c'est le fabricant doit avoir connaissance de son bouquet énergétique, donc c'est-à-dire toutes les énergies nécessaires à la production. Et en plus, dans ce bouquet énergétique, il doit y avoir une part d'énergie renouvelable intégrée dans ce bouquet. Et ensuite, donc gestion de l'eau. Donc là, pour répondre à ce critère, le fabricant, il doit bien prouver qu'il ne va pas générer des sources de pollution dans les sols. Et donc voilà, donc ce critère en France, c'est, on va dire, facile à avoir parce que ça fait partie de la réglementation française. Par contre, pour des produits qui vont être produits à l'étranger, ça peut être plus problématique. Et le dernier point, donc responsabilité sociale. Là, le fabricant, il doit bien certifier que toutes les phases de production du produit ne dérogent pas aux règles de l'Organisation internationale du travail. Donc, c'est-à-dire que le produit, il est bien produit dans un respect des droits de l'homme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces passeports circulaires, on a vraiment toutes les informations utiles pour le choix des produits en éco-conception. Donc, tous ces passeports, ils sont mis à disposition sur la librairie upcyclea.cloud, donc gratuitement. Cette librairie, elle est accessible gratuitement. Il suffit simplement de se créer un compte. Donc les architectes, les bureaux d'études qui sont intéressés pour faire des choix de produits en ayant connaissance de tous leurs impacts sur la santé et sur l'environnement, je les invite fortement à aller consulter cette librairie parce qu'au moins, ça permet de faire des choix en ayant conscience et connaissance des impacts des produits. Et
nous, en fait, on conseille souvent dans le choix des produits et des matériaux pour la conception de bâtiments. Et c'est vrai que souvent, on nous demande est-ce que ce produit, il est intéressant d'un point de vue environnemental? Mais en fait, on voit ici que la question est large et qu'un produit peut être intéressant sur certains points et moins sur d'autres. C'est-à-dire qu'un produit peut être très sain, mais par contre pas du tout recyclable, ou alors avoir une empreinte carbone qui soit toute petite, mais par contre pas du tout recyclable. Donc voilà, ça permet de poser les pour et les contre d'un produit et de faire les meilleurs choix et les compromis les plus justes en ayant connaissance de tous les impacts des produits. Donc ensuite, toute cette information qui est présente dans les passeports, elle peut être liée directement au projet de bâtiment sur lequel on travaille via cet identifiant unique des passeports. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas toujours en BIM sur l'ensemble de nos produits et on travaille encore sur des tableaux Excel sur certains produits, sur certains projets. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tableaux Excel où on va lister l'ensemble des produits et des matériaux des projets et on va associer à chacun des produits l'identifiant unique des passeports circulaires. Donc, on caractérise les produits via ces passeports et on va aussi indiquer les quantités de produits dans ces tableaux-là et le niveau de démontabilité des produits. Donc c'est un niveau que nous on caractérise de 0 à 4, donc c'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux de démontabilité. Et également, on va préciser si les produits sont issus du réemploi ou pas. Donc toutes ces tables-là, là, si on le fait comme ça sur certains projets, là, de plus en plus, on va rentrer ces données directement dans les objets de la maquette. Donc, c'est-à-dire que dans les objets des maquettes BIM, on va donner l'identifiant des passeports circulaires et on va donner cette indication du niveau de démontabilité des objets et cette indication de réemploi, qui est en fait un booléen, oui ou non, mon produit est issu du réemploi. Et donc ces informations peuvent être liées directement aux maquettes numériques. Et ensuite, à partir de tout ce remplissage de données dans les maquettes, on peut faire des exports, puis des imports de données dans notre logiciel MyUpCyclea pour constituer la banque digitale, la matériothèque, avec l'ensemble des gisements. Donc, l'import, il est très facile, on importe notre fichier et automatiquement, ça va constituer la banque digitale. À partir de toutes ces informations, donc d'une part les informations produits avec les passeports circulaires et d'autre part les informations propres au projet où on a caractérisé les quantités de produits, leur niveau de démontabilité et si les produits sont issus du réemploi ou pas, on génère donc la signature circulaire, qui là, il y a un indicateur d'éco-conception à l'échelle du bâtiment. Donc, la signature circulaire, ça se compose de 4 indicateurs. Donc, premier indicateur, l'empreinte carbone, où là, on va mesurer l'empreinte carbone de l'ensemble des produits et des matériaux qu'on a mis en œuvre dans notre bâtiment. Deuxième indicateur sur le niveau de santé, où là, on va mesurer la part de produits pour laquelle on est sûr qu'il n'y a aucune substance toxique selon la norme Cradle to Cradle. Donc, ce qui est très exigeant. Donc, déjà de vérifier la non-toxicité des produits sur un maximum de produits, c'est déjà une grosse avancée dans le bâtiment. Ensuite, on a un indicateur sur le degré de circularité, qui lui est un indicateur qui est très riche et qui va prendre en compte plein de paramètres. Donc, d'une part, la démontabilité des produits et des gisements dans mon projet, mais également la part de matière recyclée ou rapidement renouvelable qui est intégrée dans mes produits, et également la part de produits issus du réemploi dans mon bâtiment. Donc voilà, c'est un indicateur qui est très complet et on a le détail de cet indicateur quand on génère la signature circulaire. Et dernier indicateur qui lui permet de voir que l'économie circulaire, ça a aussi des avantages économiques. C'est donc la valeur économique résiduelle, où là, on est en mesure de calculer quelle serait la valeur qu'on peut récupérer sur l'ensemble des matériaux qu'on a mis en œuvre dans notre projet. Donc, si on est dans une stratégie de réemploi ou de recyclage. Et donc, voilà, ça permet de voir que toute cette banque de matériaux et tous ces produits qu'on a en œuvre dans notre bâtiment, ça a une vraie valeur et que ça peut être récupéré en fin de vie et qu'il y a des avantages économiques derrière. Donc après, la finalité, nous, de tout ça,
c'est vraiment de développer l'économie circulaire et de mettre en place des écosystèmes de ressources. Donc un écosystème sur notre logiciel, c'est vraiment un lien entre un gisement de ressources, donc là c'est les produits qu'on a mis en œuvre dans le bâtiment, et de mettre en lien donc ces gisements avec des besoins en ressources. Donc on va émettre des besoins directement sur la plateforme, dire bah, moi par exemple en tant qu'architecte j'ai un besoin en produits et en matériaux pour faire du réemploi. Et donc les algorithmes intelligents de notre logiciel vont faire matcher ce besoin en ressources avec un gisement de produits et de matériaux, en passant par des étapes de transformation, donc qui permettent d'avoir la qualité attendue, qui va bien répondre aux besoins. Donc par transformation, on entend toute étape intermédiaire, donc ça peut être du recyclage, du transport, du stockage, du tri. Enfin, voilà, nous on fonctionne avec des grosses bases de données de transformation, de gisements et de besoins, et après c'est vraiment les algorithmes qui vont faire matcher tout ça pour créer les meilleurs écosystèmes de valorisation. Donc par rapport à la maquette, nous on préconise d'avoir un niveau de détail minimum de 200, donc un LOD. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers à ça, mais LOD c'est Level of Detail, et c'est vraiment se dire quelle est la précision qu'on a par rapport à la géométrie de la maquette. 200, c'est pas exigeant, mais c'est simplement de pouvoir bien distinguer les objets pour pouvoir associer à chaque objet les informations dont on a besoin. Et donc en termes d'informations dont on a besoin par rapport aux objets, donc c'est d'une part, on préconise d'intégrer les fichiers FDES, mais également donc d'intégrer les passeports circulaires. Donc là, on l'a vu, les passeports circulaires, c'est des identifiants uniques, donc c'est des codes alphanumériques. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas alourdir la maquette avec trop de données, dans le sens où on associe simplement un code, et ensuite on va aller chercher les informations dans les passeports via ce lien avec ce code. Et donc après, les deux autres informations qui sont utiles à préciser pour chaque objet, ça va être le niveau de démontabilité de l'objet dans mon bâtiment. Donc on l'a vu, qui se caractérise selon un niveau qui va de 0 à 4. Et ensuite, savoir si oui ou non le produit est issu du réemploi. Donc pourquoi c'est bien d'intégrer toutes ces données? C'est que ça va nous permettre de réaliser des calculs à l'échelle du bâtiment, et également de permettre la future exploitation du bâtiment, parce qu'avec toutes ces infos, on sera vraiment en mesure de gérer au mieux les ressources dans le bâtiment. Donc en termes de méthodologie, encore aujourd'hui, tout est à créer, chaque projet est unique, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment une méthodologie à avoir derrière, et qu'il faut mettre en place donc via les cahiers des charges et via les conventions BIM, toutes les règles et tout ce qu'on veut vraiment mettre en place dans un projet. Donc le cahier des charges, ça va fixer les grandes lignes du projet par rapport au BIM et par rapport à l'économie circulaire, et tout ça, ça va ensuite être traduit dans une convention BIM qui va être rédigée par le BIM manager, où là, on va expliquer vraiment qu'est-ce qu'on attend comme niveau de détail en termes d'objets et en termes d'informations liées à chacun de ces objets. Donc là, on définit bien les objectifs pour mettre en place tout notre projet en BIM et en économie circulaire. Et donc après, pendant les phases de conception-exécution, tout l'objectif, ça va être donc de bien remplir les maquettes avec toutes les propriétés qu'on a pu voir avant liées à l'économie circulaire. En parallèle de ça, on pourra, par import-export, créer les gisements dans MyOpsicléa. Et tout ça, ça nous permettra de générer des calculs d'indicateurs, donc on l'a vu, la signature circulaire, pour évaluer toutes les performances de notre bâtiment en termes d'économie circulaire, de choix des produits et des matériaux. Et l'objectif, c'est que pour le DE, on ait bien finalisé l'alimentation de cette maquette, que ce soit vraiment quelque chose qui est contractualisé, de se dire que notre DE numérique, il contient toutes les informations utiles à l'économie circulaire, et qu'on a tout ça qui est bien présent dans notre maquette, pour qu'ensuite on puisse bien utiliser cette maquette-là pour l'exploitation du bâtiment. Et que donc tous les logiciels qu'on pouvait avoir en conception, donc que ce soit Revit, Archicad ou encore d'autres, et ben, toute cette maquette, elle puisse passer à des logiciels qui aujourd'hui vont assurer l'exploitation de mon bâtiment en économie circulaire. Donc, je vois que le temps défile, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? L'idée, c'est de vraiment offrir des maquettes avec toutes les informations
qui vont nous permettre de ensuite assurer l'exploitation du bâtiment en économie circulaire, et ça va réduire voilà, tous les impacts environnementaux qu'on a pu lister en début de présentation. Donc, en termes de déchets qui vont être générés, d'épuisement des matières premières et de carbone qui va être généré, on voit que le réemploi, le recyclage, ça répond vraiment à toutes ces problématiques. Également, toute cette démarche, ça peut aider aussi dans l'obtention de certifications environnementales. Et aussi, c'est de se dire que voilà, avec les réglementations, donc par rapport au diagnostic PEMD qui arrivent, toute cette démarche, ça permet d'anticiper les diagnostics PMD futurs et d'avoir déjà une banque digitale bien complète pour permettre la bonne exploitation des ressources. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation. Ça fait aussi le lien avec les présentations précédentes, hein, là où on voit l'importance de connaître ce qu'on met en œuvre dans le bâtiment et quand on fait des diagnostics pour pouvoir faire un recyclage et un réemploi sur l'ensemble des produits et des matériaux. Là, cette conception, ça permet aussi de ne pas subir ça en fin de vie du bâtiment et d'avoir déjà toutes les informations nécessaires pour pouvoir assurer le meilleur recyclage et le meilleur réemploi des produits et des matériaux du bâtiment. Donc, je vous remercie pour votre attention et voilà, je suis disponible aussi si vous avez des questions et pour aller plus loin dans cette démarche. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Là, on a quelques questions pour vous, Lara. On va les faire afficher. Alors, prenez-vous en considération l'énergie requise et le bilan carbone pour recycler ces matériaux? Alors oui, C'est donc quoi l'énergie requise? Tiens, une bonne question. alors l'énergie requise, pour recycler les matériaux, elle va différer en fonction de chaque matériau. Donc, en effet, hein, il y a des matériaux pour lesquels, on a besoin de plus d'énergie que d'autres et donc ça, toutes ces informations-là, alors c'est vrai que je suis allée vite, hein, dans le fonctionnement de notre logiciel, mais on va le lier à toutes les informations liées à la transformation. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bases de données de transformation. Donc, on a, par exemple, la transformation recyclage du métal et on sait exactement quelle est l'empreinte carbone de cette transformation et quelles sont les énergies nécessaires à cette transformation. Donc, c'est après, quand on va faire des écosystèmes, donc on va prendre un gisement de ressources, une transformation et ensuite un besoin, que là, du coup, on va être capable de calculer tous les impacts, donc en termes voilà, de bilan énergétique, carbone, de tout cet écosystème. Donc voilà pour cette question. C'est une question très pertinente, hein, effectivement, Oui, parce que voilà. recycler, c'est bien, mais s'il faut plus d'énergie pour recycler les matériaux, ça ne fait pas sens. Donc, c'est un vrai sujet, effectivement. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre logiciel, on travaille avec de la donnée qui est fiable. Donc au moins, on est vraiment en mesure de calculer qu'est-ce qu'on a fait réellement sur un projet. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant. Très bien. Ensuite, c'est moi qui posais la question, hein. Combien y a-t-il de passeports circulaires référencés dans votre librairie et avez-vous des passeports sur l'ensemble des lots? Alors aujourd'hui, on a plus de 5000 références. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on travaille aussi, pour des projets où, c'est les architectes qui vont aller voir leurs fabricants et qui vont leur dire: «Bah, voilà, pour tel projet, j'ai besoin de tel passeport, donc est-ce que vous pouvez les créer?» Et donc en fait, c'est aussi, au fil, des projets, que les fabricants, rentrent leurs données, via les passeports. Et aussi, on travaille donc, avec Accor par exemple, qui eux ont des contrats auprès de leurs fabricants où ils demandent de toute manière à leurs fabricants de créer des passeports circulaires, ça fait partie des contrats. Et donc comme ça, ils constituent leur petite base de données de produits avec tous les produits qu'ils vont ensuite mettre en œuvre sur leur projet. Et alors là, j'ai parlé uniquement des passeports fabricants. Donc ça veut dire que c'est des passeports pour lesquels ce sont les fabricants qui saisissent les données. Mais on a aussi dans notre librairie des passeports génériques qui permettent de faire par exemple des diagnostics PEMD. Et donc là, on a de la donnée qui va être plus générique, hein, issue des bases de données IGNIS par exemple. Et donc ça va permettre de faire des inventaires. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on a aussi tous ces services-là avec le logiciel. Voilà. Donc vous avez des passeports sur tous les lots, Oui, a priori, oui, oui, hein? oui. Oui, ça comprend vraiment, depuis les fondations jusqu'au second œuvre, finition.
du bâtiment. Très bien. On a une autre question sur le modèle économique. Quel est votre modèle économique? Alors bon, c'est assez complexe, hein, il y a plein de choses. Donc, déjà d'une part, on est AMO, donc on a aussi un modèle économique qui répond enfin, qui s'inscrit, dans cette démarche. C'est que Mais voilà, les on accompagne des collaborations avec le projets, pôle, donc il me c'est semble, également, co Lara. comment? Notamment des collaborations avec le pôle. Oui et également voilà des collaborations avec le pôle. Donc déjà première chose, c'est de l'accompagnement de projets. Mais là, de plus en plus, on essaie de vraiment vendre le logiciel et de faire en sorte que les gens puissent se l'approprier et donc voilà, c'est des abonnements aussi liés au logiciel. Après voilà, quand on fait, des abonnements, liés au logiciel, on est aussi là pour accompagner, dans la méthodologie parce on a pu le voir, hein, sur les autres présentations, c'est que c'est pas tout d'avoir un bon outil, c'est aussi savoir comment on l'utilise et quelle méthodologie, on met en place derrière. Donc voilà, on offre, le logiciel et des services d'accompagnement à la bonne utilisation, du logiciel. J'ai une autre petite question sur la compatibilité de Psycléa avec les outils BIM. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer? Oui, alors aujourd'hui, nous, on n'est pas un logiciel BIM, on se placerait plutôt comme un outil métier par rapport au BIM et toute la clé, c'est vraiment le passeport circulaire et l'identifiant unique qu'on va aller mettre dans les objets de la maquette et ensuite à partir d'un export BIM, donc où j'exporte mes quantitatifs avec toutes les informations que j'ai liées à mes objets, je peux l'importer directement dans Menopsicléa. L'import est très facilité, il suffit de sélectionner les colonnes pour aller chercher les informations et ça constitue automatiquement la banque digitale, dans Menopsicléa. Donc a priori, aucun problème, quoi. C'est juste vous avez juste besoin d'un identifiant type GUID ou quelque chose comme ça pour Alors pouvoir, aujourd'hui, on n'est pas encore dans la synchronisation, hein, c'est, de l'import-export de fichiers Excel. Mmh, c'est des choses qu'on essaye de développer, donc voilà, aujourd'hui, c'est import-export, via des tables Excel, avec toutes les données. très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Est-ce que vous avez une dernière question, peut-être un exemple de valeur économique résiduelle sur une opération? Enfin, Oui, alors bon, globalement, parce que là, on commence à avoir un petit retour d'expérience sur ça, on donne des fourchettes, mais globalement, on se situe entre 10 et 15 de valeur, économique résiduelle. Ça veut dire qu'on peut récupérer jusqu'à 15 de la valeur matière sur, ce qu'on aurait mis en œuvre dans un projet. Donc aussi, c'est des chiffres qui sont aussi pour motiver les équipes et voir qu'il y a un réel enjeu économique derrière et on capitalise de la donnée depuis 2007, donc on a des grosses tables avec des valeurs, des matières premières et des coûts, liés au recyclage, donc qui permettent vraiment d'évaluer ces calculs. Donc c'est de la donnée, plutôt fiable. oui, c'est pas négligeable, hein, 15 à 20 Non. ça reste déjà ça devient des valeurs intéressantes. Non, non, voilà et puis c'est toujours la même chose, hein, c'est quand on anticipe la revalorisation des produits, et qu'on ne subit pas, tout ça en fin de vie et ben, ça permet en tout cas de bien réduire les coûts et que cette valeur, elle puisse, vraiment atteindre ces 15. Très bien, merci. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose, d'arrêter là. Merci beaucoup, Lara, Merci à pour vous. votre intervention qui était également très intéressante. Donc, c'était pour conclure un petit peu ce dernier Club BIM. En tout cas, merci à nos intervenants, qui ont vraiment présenté des sujets très intéressants sur le domaine de l'éco-conception. Donc, c'était le dernier Club BIM de l'année 2021. Je vous donne rendez-vous maintenant sur l'année 2022 pour avoir les prochains Club BIM. Je vous rappelle donc, vous pouvez toujours nous contacter, le pôle Fibre Énergie Vie. Donc, les adresses mail apparaissent sur l'écran. Et si effectivement vous avez des questions sur le BIM, sur la partie BIM, nous avons un site internet BIM Énergie. Si vous avez des questions, des demandes, des besoins d'accompagnement, nous avons donc le site BIM Énergie qui est à votre disposition et moi-même et mon équipe pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci à nos intervenants, merci à tous également pour cette participation. Et donc, en attendant le prochain Club BIM qui sera en 2022, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et donc à l'année prochaine. Merci, au revoir.